Je suis vraiment très heureux, en compagnie de Manon, de vous présenter le projet de région éducative du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais vous savez, je suis très honoré et privilégié d'avoir l'occasion de prendre la parole une deuxième fois en 2 ans à vos assises annuelles. Il y a 2 ans, on m'avait demandé d'assumer la conférence d'ouverture et la première soirée d'animation. Et deux années plus tard, ça me permet de revenir un peu sur ce qui s'est passé dans le projet de région éducative au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, on va avoir un petit PowerPoint. Nous allons procéder en alternance. Je vais commencer, Manon va enchaîner, ensuite, ça, on va se rendre jusqu'à la fin de notre présentation. Le projet de région éducative, en fait, c'est une initiative du Conseil interordre de l'éducation au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui date de 2012. Ça fait déjà 6 années qu'on travaille à ce projet de mobilisation qui est au cœur, en fait, d'un mouvement collectif qui vise à se donner au Saguenay-Lac-Saint-Jean une vision nouvelle, renouvelée, pour en faire une région encore davantage inclusive et prospère. Donc, c'est l'objectif général du projet. Les premiers pas ont été franchis il y a 6 ans, mais aujourd'hui, je trouve que notre projet s'insère tellement bien dans le thème de ce colloque sur les relations école-milieu, puisque c'est exactement la mission que nous poursuivons, c'est-à-dire de faire en sorte que l'éducation soit un véritable levier essentiel pour lutter à la fois contre la pauvreté, les inégalités sociales et l'exclusion. En fait, la région est persuadée qu'en accroissant la population, en accroissant la scolarisation de la population, on va remplir une condition essentielle pour assurer un développement durable de la région, notre région, au niveau économique, bien sûr, mais au niveau social et bien sûr au niveau culturel. Le projet a beaucoup progressé depuis 2 années. Peut-être que Manon, tout à l'heure, vous donnera les principales sources de financement. Mais tout ça a commencé d'une certaine façon plusieurs années auparavant, où je produisais les toutes premières cartes territoriales de la situation de la diplomation au Saguenay-Lac-Saint-Jean. À ce moment-là, j'étais le chargé de projet du CREPA, qui en était à ses premiers pas. Et j'avais produit une carte d'un secteur particulier, qui est le secteur du nord de la commission scolaire de Lac-Saint-Jean. Donc, 7 villages forestiers où les taux de diplomation des garçons étaient autour de 48 %. Là, il y a eu une mobilisation exceptionnelle de toute la communauté, bien sûr les gens de la commission scolaire, les gens des écoles et les gens des milieux d'affaires pour essayer de changer les choses. À peine en quelques années, le taux de diplomation est passé de 49 % à 67 % chez les garçons. Pourquoi? Parce qu'il y a eu cet effort collectif qui a inclus bien sûr les élus municipaux, les élus scolaires et tous les intervenants du réseau de la santé autour de la question de l'école. Ce projet a eu des effets extraordinaires d'une certaine façon, ce qui prouve bien qu'on est en mesure de changer le cours des choses lorsque de telles mobilisations sont en cours. Donc, c'est la bonne nouvelle, ça marche, ça donne des résultats. La moins bonne nouvelle, c'est qu'après quelques années d'efforts, on nous a demandé d'intervenir sur d'autres territoires de l'ensemble de la région. Et là, il y a eu une baisse d'efforts, une continuité plus faible dans le projet. Et là, malheureusement, on a vu la diplomation qui... Ça ne fonctionne plus. On a vu la diplomation qui a légèrement baissé chez les garçons. Donc, l'essentiel du message, c'est de dire ça peut fonctionner s'il y a une mobilisation territoriale. La preuve, le nord du Lac-Saint-Jean, un milieu forestier où ce n'était pas facile pour les garçons de diplômer. Les efforts ont donné des résultats très rapidement. Et cette cartographie initiale a donné le ton un peu pour la poursuite de travaux de socio-géographie de l'éducation. Et on s'est trouvé à travailler par la suite sur l'ensemble du Québec. Bon, c'est une carte que je vais vous commenter très rapidement. Ça, c'est la situation de la diplomation après 7 ans au secondaire. Donc là, je donne 2 années de plus pour la diplomation que l'a fait l'Institut du Québec il y a quelques semaines. D'accord? Quand on regarde l'ensemble du Québec, on voit bien qu'il y a quand même encore des inégalités très importantes d'une région à l'autre, d'une MRC à l'autre. Ici, je suis à l'échelle des MRC du Québec et on voit bien qu'au centre de la province, la situation est beaucoup meilleure. On est plutôt dans le vert, voire dans le vert foncé. Donc, du Saguenay-Lac-Saint-Jean en passant par Québec, Chaudière-Appalaches et en allant vers l'est, le Bas-Saint-Laurent, la situation est beaucoup meilleure que lorsqu'on regarde l'ouest de la province, l'est et bien sûr la Côte-Nord. Ces cartes
ont permis de prendre conscience réellement des inégalités importantes qu'on peut observer au Québec. Mais ces cartes ont aussi permis de comparer la situation des garçons et des filles. Alors, à gauche, vous vous doutez bien qu'on parle des filles. À droite, on parle des garçons. Donc, les écarts dont on a parlé récemment sont tout à fait observables aussi lorsqu'on considère la diplomation après 7 années au secondaire. Comment on calcule la diplomation? On prend tous les élèves qui entrent pour une première fois en première secondaire. On leur laisse 7 années pour obtenir un diplôme. On considère tous les types de diplômes. À ce moment-là, je ne vais pas entrer dans les détails. Et on calcule le taux de diplomation. Nous, dans Carte aux jeunes, on utilise non pas les adresses des écoles, mais les adresses des parents des élèves. Donc, chaque élève est situé dans la bonne MRC en fonction de l'adresse de ses parents. Et on calcule le taux de diplomation sur cette base-là. Lorsque je fais une comparaison dans le temps maintenant, je parle ici de 12 années. J'observe d'abord en 1998 quelle était la situation par région au Québec et je compare 12 années plus tard pour des cohortes qui commencent en secondaire 1, le taux de diplomation. Là, on se rend bien compte que la situation a considérablement augmenté au Québec, qu'on s'est amélioré partout, sauf dans quelques rares exceptions. Mais j'ai 2 commentaires à faire, parce que, d'abord, au Québec, le taux réel de diplomation, il est à 80% pratiquement actuellement. Donc, la cible qui a été proposée dans la proposition du gouvernement du Québec, l'École J'y tiens, et qui avait repris la proposition du groupe d'action sur la persévérance scolaire quelques mois auparavant, la cible qui était d'atteindre 80% de diplomation avant 2020, nous l'avons atteinte, cette cible. Parce qu'ici, on ne tient pas compte, malheureusement. Donc, je pense qu'on peut se féliciter, effectivement, parce que c'est un effort gigantesque qui a été fait au Québec, dans toutes les régions du Québec. Mais je fais juste la petite nuance qu'ici, étant donné qu'on est par région, je suis incapable de tenir compte de la migration des jeunes d'une région à l'autre et je suis incapable de tenir compte de légers taux de mortalité des jeunes. Donc, si un élève décède, on n'est pas capable de l'exclure des taux. D'accord? Mais donc, le taux au Québec, c'est 80. Donc, ici, on sous-estime, en fait, la diplomation, mais on la sous-estimait un peu aussi 12 années auparavant. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce tableau? Ensuite, je passerai la parole à Manon. Essentiellement 2 choses. En 98, 9 régions avaient des taux de diplomation sous la barre de 70 %. 9 régions sur les 17. 12 ans plus tard, il y a 2 régions qui sont sous la barre de 70 %. Bon, évidemment, ici, pour le nord du Québec, la situation s'est plutôt dégradée. Puis là, je tiens à faire une nuance, parce que le nord du Québec, ça comprend autant Chibougamau-Chapais que les Cris, donc le grand nord du Québec. Puis évidemment, on sait que dans ces milieux, c'est beaucoup plus difficile pour la diplomation. Si je donnais les taux de diplomation pour la commission scolaire qui dessert Chibougamau-Chapais, les taux seraient beaucoup meilleurs que ce qu'on voit ici. Mais il reste qu'il y a quand même un cri d'alarme à se donner ici. Le nord du Québec, il y a une problématique majeure lorsqu'on compare la situation à l'ensemble du Québec. Donc, encore une fois, bravo pour les efforts collectifs que nous avons faits au Québec, puisque notre situation est devenue beaucoup meilleure qu'elle ne l'était il y a 12 ans. Je passerai maintenant la parole à Manon, qui va enchaîner sur vraiment en détail ce qui se passe au Saguenay-Lac-Saint-Jean au niveau de la région éducative. Manon? Je vais prendre Merci. Bonjour. Michel vous a exposé l'évolution qui s'est faite depuis toutes ces années-là, mais on s'est dit, en fait, plusieurs intervenants se sont dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant de plus pour augmenter encore ces taux-là? Je ne vous apprendrai pas que les cibles ont augmenté. Donc, qu'est-ce que c'est le projet de région éducative? C'est un projet où on place l'éducation sous la forme d'apprentissage tout au long de la vie au cœur du développement d'une communauté. Une communauté, ça peut être une municipalité, ça peut être le territoire d'une municipalité, le territoire d'une commission scolaire. Nous, on a choisi de faire un découpage par commission scolaire et par MRC. Pourquoi? Parce que Michel l'a dit tout à l'heure, on a reçu un financement. On a travaillé fort pour aller chercher un financement conjoint ministère de l'Éducation et MRC à la hauteur de 300 000 de chacun des partenaires, 300 000 du ministère de l'Éducation et 300 000 des MRC, des 5 MRC de notre région, ce qui nous a permis, depuis 2015, en fait, de pouvoir réfléchir au déploiement du projet de région éducative.
On dit que c'est un vaste projet de société, je vous l'ai mentionné. Ça résulte d'un large consensus, mais ça a été basé beaucoup sur de la recherche, les données. Tout ce que Michel vous a exposé tout à l'heure a permis d'amorcer les réflexions puis de dire comment on pourrait faire. Donc, on a beaucoup misé sur le développement territorial. On va y revenir un peu tout à l'heure, mais ce qu'on souhaite au fond, puis qu'est-ce qu'on a osé faire? Ah, je ne l'ai pas changé, excusez. Ce qu'on a osé faire, c'est de nommer notre approche en la nommant région éducative. C'est une audace, c'est de l'audace qu'on a eue. Je pourrais même dire qu'on a été un peu culottés de s'approprier le terme région éducative et de mettre sous cette appellation-là une façon de travailler, reconnaître l'effort collectif de tout le monde, où ce qu'on souhaite, c'est l'inclusion de tous les citoyens pour penser une place pour l'ensemble des individus dans toutes leurs différences. C'est pas seulement une éducation formelle. Ce qu'on ouvre la porte, c'est vraiment l'apprentissage tout au long de la vie. Donc, autant l'éducation formelle que l'éducation informelle. C'est vraiment un projet, j'entendais le résumé de l'atelier sur la région de Sherbrooke, c'est vraiment comme ça aussi, c'est un projet où on va impliquer les citoyens. Et tout à l'heure, on va vous présenter notre méthodologie, mais ce que je peux déjà vous annoncer, c'est que dans toutes les consultations qu'on a faites, on est allé avec une représentativité 50-50, c'est-à-dire 50% issus du milieu de l'éducation et 50% issus du milieu socio-économique par territoire. Donc, c'est quand même une belle collaboration. Ce qu'on a reconnu et ce qu'on a osé dire, c'est que les acteurs de la région éducative reconnaissent que certaines personnes n'auront pas les mêmes capacités que les autres pour aller chercher un diplôme. On doit trouver une façon différente de les faire contribuer à notre société, à les inclure, puis on doit aussi travailler avec eux pour qu'ils continuent de développer le plein potentiel qu'ils peuvent offrir à une société. Cette co-responsabilité sociale nous renvoie aussi à l'idée que ça prend tout un village pour éduquer un enfant. On le dit hier soir au gala, et on le dit aussi ce matin. Donc, tout cet apprentissage-là, tout au long de la vie, c'est l'affaire de toute une communauté, puis c'est ça qu'on a visé, puis c'est ça qu'on expérimente actuellement dans la région. C'est à toi. Alors, excusez-moi, j'ai toujours besoin d'eau quand je suis devant un public aussi attentif. Alors, on a quand même travaillé un modèle de mobilisation territoriale, l'ensemble d'une région, mais aussi les territoires de MRC et, à certains égards, les différentes municipalités de la région. En fait, il s'agit d'une alliance entre le milieu scolaire et l'ensemble de la population de la région. Cette alliance-là nous a donné des résultats. Alors, si le CREPA est né en 1996, avec comme objectif principal d'augmenter la diplomation chez les jeunes, donc on avait à l'époque, il y a 22 ans, un taux de diplomation de 66 % au Saguenay-Lac-Saint-Jean au secondaire, après 7 ans. Là, on est autour de 80 %. Donc, on a quand même fait un gain de 14 points de pourcentage. Tout le monde est très heureux de ça dans la région, mais le projet de région éducative vise justement à nous mener encore plus loin, d'atteindre de nouveaux objectifs, mais surtout d'élargir la mobilisation pour viser le plus grand nombre de citoyens possible, incluant les adultes en formation, incluant les adultes au travail et, bien sûr, les aînés, les personnes d'un troisième, quatrième âge comme moi, qui ont envie d'en faire plus, d'en savoir plus, de s'impliquer dans d'autres activités. Donc, c'est un projet vraiment élargi sur ce qui a déjà été fait antérieurement dans la région. Mais ce qu'on a remarqué, c'est quand même fondamental de le constater, c'est qu'avec l'augmentation de la diplomation des jeunes, on s'est rendu compte que nos jeunes se sentent davantage soutenus par leurs parents. Les jeunes nous disent aussi que le soutien des parents concerne l'école. On s'est rendu compte que les aspirations scolaires chez l'ensemble des jeunes ont beaucoup augmenté au Saguenay-Lac-Saint-Jean, que les idées suicidaires chez les jeunes ont diminué. Donc, l'amélioration de la scolarisation des jeunes s'est accompagnée d'autres phénomènes qu'on a pu mesurer par 3 enquêtes successives en 1997, en 2002, en 2007. Donc, on a des mesures qui nous permettent de dire clairement qu'augmenter la diplomation des jeunes, c'est améliorer aussi leurs conditions de vie et leurs habitudes de vie. Donc, l'idée, c'est d'agir sur l'ensemble des déterminants qui ont une influence sur la persévérance scolaire des jeunes.
c'est d'agir auprès de tous les acteurs et de tous les décideurs qui sont en mesure de jouer un rôle autour de cette question de persévérance scolaire, dans tous les systèmes qui peuvent avoir une influence sur la scolarisation, à partir de données issues de la recherche. Nous, on a la chance d'avoir au Saguenay-Lac-Saint-Jean essentiellement 3 centres de recherche principalement voués à ces questions de jeunesse et de scolarisation. Il y a ECOB Recherche et Transfert, qui est un centre de transfert dans un cégep. Il y a évidemment une chaire de recherche qui se poursuit, j'en ai été le fondateur, une chaire université-collège qui travaille sur les jeunes, qui s'appelle Visage. Et on a aussi, bien sûr, un consortium régional de recherche en éducation qui travaille sur les pratiques enseignantes, qui travaille sur la recherche collaborative. Donc, tous ces centres de recherche mettent l'épaule à la roue et nous aident dans le choix des pratiques les plus probantes pour intervenir auprès de la population. Et notre approche est une approche territoriale. C'est-à-dire qu'on veut tenir compte des caractéristiques des différents milieux où vivent les jeunes, d'où ces cartes, ces analyses quantitatives, ces analyses territoriales qui viennent à l'appui des plans locaux d'intervention que peuvent bâtir les écoles, la commission scolaire, les commissions scolaires. Tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire qu'autour du Conseil interordre, lorsqu'on s'est lancé dans le projet de région éducative, il y a bien sûr les 4 commissions scolaires de la région, mais il y a aussi les 4 cégeps de la région, l'Université du Québec à Chicoutimi, les employeurs, les groupes communautaires. Donc, c'est vraiment une alliance de l'ensemble du milieu scolaire. Et je pense que c'est cette alliance qui nous permet, je pense, de viser des objectifs, d'augmenter sensiblement la scolarisation et la qualification de l'ensemble des citoyens de la région. Je termine avant de repasser la parole à Manon sur les principaux facteurs sur lesquels nous travaillons. Je crois que j'avais abordé un peu ces questions-là il y a 2 ans, mais peut-être que certains n'étaient pas là à ce moment-là. En fait, on connaît des facteurs de réussite scolaire là, quand on regarde les méta-analyses, et je ne vais pas détailler trop, mais on sait qu'il y a des facteurs individuels. L'élève ou le citoyen en formation, il y a un genre, il y a une propre expérience, il y a des aspirations plus ou moins fortes, il y a une propre motivation, il y a un niveau d'engagement dans ses études, et il y a aussi un niveau de santé et des habitudes de vie. Donc ça joue beaucoup, évidemment, sur les taux de diplomation, sur les taux de décrochage. Mais il y a aussi les facteurs familiaux. Les conditions familiales sont un déterminant important de la réussite scolaire. Alors ici, on va parler de soutien affectif parental, on va parler de participation parentale aux activités scolaires, on va parler aussi de collaboration avec le milieu scolaire. Il y a un slogan qu'on a lancé il y a une vingtaine d'années dans nos campagnes publiques. Le slogan était basé sur ces constats-là, à partir d'enquêtes qu'on réalisait. Le slogan est le suivant: « Chaque jeune a besoin d'encouragement chaque jour ». Et ça, ce slogan-là, on l'a répété des années, et on sait maintenant que la population l'a entendu, ce slogan. Il y a des centaines de professeurs qui m'ont dit récemment: chaque professeur a aussi besoin d'encouragement chaque jour, parce qu'on se rend bien compte que c'est tout un défi là, pour nos enseignants de travailler avec une clientèle diversifiée, avec des besoins particuliers. Il y a bien sûr les facteurs scolaires. Ça, c'est votre mandat premier. Travailler sur le climat de l'école, le soutien aux jeunes en difficulté, l'engagement du personnel enseignant, etc. La gestion de la classe, les méthodes pédagogiques. Et moi, j'ajoute aujourd'hui une couche dont personne ne parlait vraiment il y a une vingtaine d'années. La couche, ici, concerne les facteurs territoriaux, les inégalités territoriales, donc les conditions de vie, la scolarité de l'ensemble de la population qui entoure le jeune, les questions de démographie, de famille, la diversité ethnoculturelle, le marché de l'emploi, bien sûr. Nous, on fait un lien direct entre les taux de diplomation au secondaire à l'échelle du Québec par MRC et le type de marché du travail que les jeunes voient autour d'eux. Et dans l'occupation de l'espace, il y a des travaux là, qui ont été cités récemment dans le Journal de Québec, on s'est rendu compte que la distance au cégep ou au sous-centre des cégeps est un facteur de diplomation au secondaire. Plus la distance augmente entre le lieu de résidence de l'élève et le cégep le plus proche, moins les taux de diplomation sont élevés. Donc, c'est la première fois qu'on parvient à lier des facteurs post-secondaires, la distance au cégep, avec les taux de réussite au secondaire. Si, bien sûr, comme je viens de le dire, il y a des facteurs qui expliquent la persévérance scolaire, à l'inverse, de plus en plus, on sait, et je pense que ça a été répété aujourd'hui beaucoup, l'éducation joue un rôle très important en matière de développement territorial.
Alors, le rôle est à la fois sur le plan économique. On sait depuis les travaux du groupe d'action 2008-2009, on sait que de meilleurs taux de diplomation font baisser les dépenses en santé et en services sociaux. Nous en avons parlé tout à l'heure dans l'atelier avec Pierre Lavoie. On sait qu'il y a une hausse de productivité dans les communautés lorsque la diplomation augmente. On diversifie l'économie. Pas besoin de faire de démonstrations très longues là-dessus. Mais il y a d'autres effets de l'éducation dans une population sur un territoire. Ce sont des effets qui touchent le plan politique. Plus une population est scolarisée, plus les taux de participation s'élèvent en termes de système électoral, plus les gens expriment des opinions. Donc, on gagne beaucoup en matière politique à scolariser les populations. Et sur le plan social, bien sûr, on connaît mieux sa culture, on s'ouvre davantage à celle des autres lorsqu'on est mieux scolarisé, plus scolarisé. Le bénévolat augmente, l'engagement communautaire augmente. Et en général, plus les populations sont scolarisées, plus on observe, et ce n'est pas seulement au Québec, partout dans le monde, plus on observe une diminution des disparités à l'échelle des territoires. Et je pense que les milieux anglophones au Québec nous ont bien montré cet effet du bénévolat et de l'engagement communautaire sur l'éducation dans les différents milieux. Je repasse la parole à Manon pour vous parler des consultations territoriales. Je prends le pitonneux, mais pas le micro. Donc, pour rester dans la même ligne, là, vous allez me dire, qu'est-ce qu'ils ont fait du 600 000? Parce que là, quelque part, on ne vous a pas encore démontré concrètement qu'est-ce qu'on avait fait de l'argent. On s'est dit, pour respecter les facteurs territoriaux dont Michel vous a parlé, on a décidé de faire des consultations territoriales en utilisant cette fois-ci le découpage MRC. On a 5 MRC dans la région et toujours en tenant compte des 4 commissions scolaires, dont 2 commissions scolaires couvrent 2 territoires. Donc, on s'est cassé la tête un peu, mais finalement, qu'est-ce qu'on a fait? On a tenu, pour la période de juin à novembre 2017, 4 consultations locales, donc pour les 3 commissions scolaires, et on a réussi à rencontrer 310 personnes qui sont venues participer, assister à ces consultations-là. Et qu'est-ce qu'on voulait? On voulait susciter la réflexion, faire émerger des idées novatrices et de mobiliser les acteurs dans le but de promouvoir le plein potentiel de chacun. On est parti de quoi? Tantôt, Michel vous a présenté les cartes, mais on est parti de 3 thématiques, 3 axes principaux que sont, vous avez vu, hein, on a un petit logo, tantôt on va y revenir à la fin, on a un logo qui représente un arbre qui a l'air un peu chenu, mais vous allez voir à la fin de la présentation, vous allez voir sa définition. Fait qu'on a commencé avec le terreau, on est resté quand même dans le modèle de l'arbre et de la nature qui représente en fait les conditions de vie. On s'est dit, on veut aller rencontrer les populations par territoire, toujours quand je vous ai parlé d'une mixité qui sont entre le milieu scolaire et le milieu socio-économique. Et on s'est dit que les conditions de vie, c'est la base de tout. Donc, on a fait colliger des données par les gens de Carto-Jeunes et par tous les chercheurs assis avec nous, afin de présenter dans chacune des consultations des données qu'on n'a pas l'habitude de voir. Vous allez pouvoir d'ailleurs aller consulter ces caractérisations-là sur notre site Internet. Elles sont toutes disponibles. C'est quand même assez volumineux, mais c'est très intéressant. La deuxième thématique, l'axe de discussion qu'on avait choisi, le jardinier, avec l'image qui représente quand même bien équité, égalité des chances. L'image parle très bien et on s'est dit, selon le protecteur du citoyen, cette égalité dans la différence se nomme l'équité. Et c'est ça qu'on veut avec le projet de région éducative. On veut faire en sorte que pour essayer d'accepter et d'ouvrir l'école et de donner les possibilités à chacun des individus, bien, on doit essayer d'avoir des milieux de plus en plus équitables et de l'équité aussi. La troisième thématique qu'on a utilisée, c'est la croissance. L'image le présente aussi très bien. Et là, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on a parlé de l'apprentissage tout au long de la vie. On sait que maintenant, il y a 85% des emplois du futur qui ne sont pas encore inventés. Fait qu'il faut absolument qu'on ouvre la porte à de la formation, de l'apprentissage tout au long de la vie. À différentes étapes de notre vie professionnelle, on aura besoin d'aller chercher cette formation-là pour pouvoir augmenter notre potentiel, mais aussi de développer encore plus nos apprentissages puis d'être à la fine pointe de la technologie.
Pour y arriver, on a travaillé avec un modèle que vous connaissez, le modèle écosystémique, où on a mis, on m'a dit que j'avais un pointeur, oui, où on a mis l'individu au centre avec l'ensemble des systèmes sur lesquels qui peut intervenir sur ces conditions. Comme c'est un modèle que vous connaissez et qui vous a déjà été présenté, je ne vais pas insister nécessairement, mais ce modèle-là nous permet d'analyser la situation de l'individu en se disant comment on fait pour avoir l'ensemble des intervenants dans chacun des systèmes pour justement nous permettre de développer le plein potentiel des gens. Maintenant, on fait quoi encore avec l'argent? On a décidé d'en redonner dans chacun des territoires. Actuellement, on a 4 des 5 consultations qui ont été faites. La 5e devrait possiblement avoir lieu sur le territoire de la Commission scolaire des Rives du Saguenay cet automne. Et ce qu'on veut, c'est faire émerger des initiatives concertées d'innovation éducative. On a donné une abréviation ici. On veut favoriser l'émergence et la mise en place de solutions éducatrices novatrices pour faire en sorte que chaque citoyen se développe à son plein potentiel. On a déjà des idées. Je regarde le temps. OK. On a déjà des idées qui émergent dans les territoires, sans nommer les territoires parce qu'on est vraiment encore en processus. Favoriser l'apprentissage des compétences du 21e siècle semble unir les 4 territoires jusqu'à maintenant. Mais on a aussi rapproché les familles, favoriser la formation en milieu de travail, travailler sur la sécurité alimentaire, favoriser et soutenir les transitions, que ce soit de primaire au secondaire, secondaire au collégial, mais même de l'école vers le marché du travail. Jusqu'à maintenant, on est là. Je vais passer la parole à Michel. Bon, on en est presque à la fin de cette présentation, de cette courte présentation. Vous voyez ici la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean avec le ruban de la persévérance scolaire que je porte aujourd'hui, qui est très petit, mais qui est là, à mon veston. Moi, je la porte à tous les jours, si possible. Donc, on en est vraiment à cette mobilisation territoriale dans l'ensemble des MRC, des commissions scolaires de la région, et on essaie d'avoir des effets dans chacune des municipalités de la région. Il y a de plus en plus de maires de municipalités qui veulent s'impliquer, qui choisissent de faire une différence. Et c'est peut-être l'élément le plus nouveau de ce qui se passe au Saguenay-Lac-Saint-Jean depuis 22 ans, de recevoir cet appui politique de l'ensemble des élus municipaux ou autres qui vont travailler en tandem avec nos élus scolaires. Tout à l'heure, au tout début, je vous ai dit que j'étais très honoré de venir prendre la parole devant votre Assemblée 2 années plus tard. Lors de la fin de la soirée d'il y a 2 ans, j'avais pris personnellement 3 engagements. Je vais revenir sur ces engagements que j'avais pris devant vous. J'avais pris l'engagement de maintenir en vie le site Carte aux jeunes parce que je sais que beaucoup de gens l'utilisent encore. J'avais pris l'engagement de contribuer à la formation pour l'utilisation de ce site. Donc, cet engagement-là, je pense qu'il est respecté, puisque maintenant, étant donné que je prenais ma retraite, c'est ECOB qui a pris le relais, qui assume les mises à jour. Donc, si on va sur le site Carte aux jeunes, on est en mesure maintenant d'avoir des données les plus récentes possibles, toujours des données qui sont issues du ministère de l'Éducation et du loisir, qui sont des données officielles du système public québécois et du système privé aussi. Deuxième engagement que j'avais pris, vous en souviendrez, pour ceux qui étaient là, c'était d'accepter d'aller dans vos différentes régions pour les régions qui me demanderaient d'y aller. Alors, à date, je suis allé dans 6 régions, travailler au plan plus régional, au plan local. Je suis allé à Laval, je suis allé dans le centre du Québec, en Mauricie, en Chaudière-Appalaches, dans le Bas-Saint-Laurent et bien sûr au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour continuer le travail. Donc, si d'autres régions sont intéressées à parler d'approche territoriale, de conditions de vie, de mieux utiliser les outils qu'on a développés pour tout le Québec, notamment l'outil Carte aux jeunes, référez à nous, on va tenter de répondre à vos attentes. Pour terminer, je tiens au nom de Manon et moi-même à vous remercier très sincèrement de votre attention d'abord. Vous dire aussi que je tenais à souligner comment M. Fortier et toute l'équipe de la Fédération et ceux qui sont membres des comités avaient fait un bon choix en reconnaissant le travail considérable, ça a été reconnu hier soir au gala, du professeur Lessard, Claude Lessard, en lui remettant l'ordre du mérite de la Fédération des commissions scolaires, que j'ai moi-même reçu de votre part il y a quelques années.
je suis très heureux de voir qu'un autre sociologue, comme moi, fait partie du club de ceux qui ont reçu l'Ordre du mérite de la Fédération des commissions scolaires. Et sur ce dernier commentaire, on est prêt pour une période de questions, Absolument. Madame l'animatrice? Oui. Alors, est-ce qu'on a des questions, des commentaires sur la présentation de la région éducative du Saguenay-Lac-Saint-Jean? Simplement levez la main, puis je pourrai aller vers vous avec le micro. Est-ce qu'on pourrait nous dire s'il y a des questions, à qui s'adresse la question? Bien sûr, Manon ou oui. moi-même? Est-ce que c'est pour vous- Mme Boily, M. Perron? Ça semblait bien clair, oui. Toujours, ça prend quelqu'un pour briser la glace. Donc, je suis Hélène Roberge, présidente de la Commission scolaire des Patriotes. Je voulais savoir, dans l'organisation comme telle, le leadership est fait par qui? Par une commission scolaire, par un organisme à part, un conseil d'administration? Comment ça fonctionne? En fait, le projet de région éducative est sous la fiducie d'un comité de gestion, sous la fiducie du Cégep de Jonquière, mais avec un comité de gestion. Mais dans chacun des territoires, quand on a fait la consultation, c'était obligatoire pour moi, en fait, parce que c'est moi qui étais la chargée de projet, de travailler directement avec la commission scolaire, d'avoir un répondant dans la commission scolaire qui pouvait nous aider à mobiliser le milieu de l'éducation, mais aussi d'avoir quelqu'un de la MRC, parce qu'on voulait aussi mobiliser les élus municipaux. Donc, il y a eu un leadership assumé vraiment par le comité de gestion de la région éducative, avec toujours avoir une ressource vis-à-vis dans la commission scolaire facilite beaucoup, plus que la logistique, là. Le développement des ateliers, savoir comment on répartit les gens dans les ateliers. Fait que c'est vraiment très important d'avoir un vis-à-vis commission scolaire là, pour être efficace. Et au comité de gestion, on retrouve des représentants des commissions scolaires, des représentants des 4 cégeps, des représentants de l'Université du Québec à Chicoutimi, des représentants des centres de recherche, puisque c'est une contribution importante sur les meilleures pratiques, et d'autres représentants du milieu qui viennent ensemble travailler à mettre en place ce projet, qui est un projet de société et pour lequel, je pense, il reste encore beaucoup de travail. Là. On vous dit ça avec beaucoup d'humilité, parce qu'on s'est lancé dans une aventure dont on ne connaissait pas la fin, et c'est à peine si on contrôle le commencement actuellement. On a une autre question ici. J'ai une sous-question suite à votre réponse, M. Perron. Dans les représentants, autant du municipal que du scolaire, est-ce que c'est un mélange administratif élu ou Oui. c'est un mélange? OK. Oui, il y a un mélange d'élus et d'administratifs. Ce sont les milieux qui ont décidé de nous désigner des représentants. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? J'ajouterais quelque chose, oui, si allez-y, vous me Madame permettez. Pour une fois qu'on a fait les consultations, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'était que les initiatives concertées qu'on est en train de mettre en place sont issues aussi d'un comité local qui se met en place après la consultation. Avec ce comité-là, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec les gens pour qu'on développe ensemble un projet de territoire. Vous savez, quand on va dans des comités, c'est souvent parce qu'en tant qu'organisation, on a quelque chose à aller chercher. Maintenant, ce qu'on a demandé à ces professionnels-là, à ces acteurs-là, c'est de dire, oubliez d'où vous venez et partez de votre expertise et on va travailler ensemble à développer un projet pour le territoire en fonction des enjeux que vous avez soulevés. Fait que ça, c'est intéressant. Et dans chacun des comités, on essaie d'avoir 1 ou 2 élus scolaires et plus un élu municipal. Demandez-moi qui est le plus dur à convaincre, c'est pas l'élu scolaire, c'est l'élu municipal. Fait que bravo. Merci. D'autres questions, commentaires, ou ça fait le tour? Il nous resterait peut-être à Parfait. faire un petit Oui, commentaire. allez-y, M. Père. Est-ce qu'il y a d'autres questions que je n'ai pas vues? Oui. Je m'en vais vers vous. Des visages connus. Un Oui. visage connu. Merci beaucoup. Édith Sanson, présidente de la commission scolaire Kamouraska, Rivière-du-Loup. Je me demandais par rapport, je vais appeler ça toute votre initiative, qu'est-ce qui est dans... Parce que vous venez de dire qu'avec les comités consultatifs ou le comité que... Locaux. Le dernier là, que vous venez de dire que les gens peuvent se réunir et... Le comité local, le région comité éducative. local. Merci. Alors, qu'est-ce que le comité local fait en fonction du PVER et des projets éducatifs dans chacune des écoles? C'est le défi. C'est le défi d'essayer d'intégrer, parce que vous savez, quand on a fait les consultations, on a écouté les gens. On s'est dit, on vient ici pour vous présenter un portrait de votre territoire, mais on veut surtout vous entendre sur qu'est-ce qui vous préoccupe chez vous.
Fait que ce qu'on a fait dans le comité, c'est un peu le principe qu'on fait dans chaque animation quand on fait un plan stratégique, c'est qu'on a fait le principe de l'entonnoir en tenant compte de tous les intrants qui peuvent arriver, autant via le PVER, autant les projets éducatifs. Puis vous savez, c'est pas seulement commission scolaire, on a aussi les orientations des collèges qui sont sur les territoires. Mais il ne faut pas oublier non plus les planifications stratégiques chez nous, c'est un CIUS, donc on a eux aussi à tenir compte. Fait que c'est pour ça qu'on fait des comités multidisciplinaires où les gens ont comme rôle de venir nous informer de ce qui se travaille chez eux aussi. Et puis nous, ce qu'on essaie, c'est vraiment d'avoir une idée novatrice, c'est-à-dire pas nécessairement quelque chose qui ne s'est jamais fait, mais peut-être une idée qu'on pourrait pousser encore plus loin, en se permettant de dire, OK, on veut mettre l'apprentissage tout au long de la vie au centre de ce projet-là. Fait qu'on tient compte de l'ensemble des planifications, mais c'est un défi dans les réunions. Je ne peux pas vous le cacher. Monsieur Perron, vous vouliez intervenir aussi oui, en conclusion? Je voulais rajouter que l'idée de l'apprentissage tout au long de la vie, c'est quand même une idée très importante de ce projet. Pendant 20 ans, la mobilisation régionale a porté beaucoup sur la persévérance scolaire chez les jeunes. Et je pense qu'on a quand même atteint des objectifs intéressants. Et le CREPA est devenu un peu un pôle de référence pour l'ensemble du Québec, tant mieux. Mais là, ce qu'on se propose de faire, c'est vraiment de mettre l'éducation au cœur des priorités régionales tout au long de la vie. Et ça veut dire, par exemple, de convaincre les citoyens que l'éducation, c'est un moyen de développement professionnel, technique, mais c'est aussi une activité qui est extrêmement importante, même lorsqu'on prend notre retraite. Parce qu'il y a de plus en plus de travaux qui nous montrent que le développement cérébral, l'apprentissage, quand on a 60, 65 ans, quelque chose de très important, de trouver des projets, de se mobiliser et même de proposer des niveaux d'implication des grands-parents, par exemple, autour des écoles. Ce serait une excellente façon de demeurer impliqué dans la société et de jouer un rôle. Donc, l'éducation tout au long de la vie, ça nous amène à travailler à un niveau beaucoup plus complexe, beaucoup plus large que ce qu'on a fait traditionnellement autour du CREPA, ce qui ne veut pas dire que la mission du CREPA est terminée, parce qu'il y a encore d'immenses défis pour la diplomation des jeunes dans les cégeps, dans les commissions scolaires de la région et à l'université. Ça va continuer, mais là, il y a vraiment un élargissement de la mission. Et c'est pour ça que le logo, vous l'avez devant vous, c'est un arbre, parce que le logo, d'abord, il symbolise la vie, le développement, la croissance, d'accord? Il est construit sur des silhouettes qui représentent à la fois les apprenants et les acteurs de valorisation, donc autant le milieu scolaire que la communauté. Et l'arbre, il est positionné dans un cercle qui évoque la région éducative. Et tous ces éléments sont récupérés pour former un saut d'une campagne. L'apprentissage, c'est la croissance. Et actuellement, on prépare les premières interventions publiques autour de ce projet de société. On voulait quand même être plus avancé avant de lancer vraiment tout ça publiquement. Donc, on n'a pas encore commencé de véritables campagnes d'information publique, comme on a pu le faire pour le CREPA, mais ça s'en vient petit à petit. Parfait. On a une dernière question. Allez-y. Une préoccupation dans votre région, sûrement comme la nôtre, c'est le taux important d'analphabétisme fonctionnel. Est-ce que votre région se préoccupe de ça, j'imagine, mais qu'est-ce que vous pouvez faire collectivement pour vraiment développer toutes ces richesses-là qui dorment, là? Clairement, oui. Mais actuellement, dans les projets locaux, ce n'est pas quelque chose qui a été nommé clairement encore, mais c'est un peu partout. On nous a parlé d'analphabétisme puis d'un problème majeur, parce qu'on se rend bien compte que lorsque les gens arrêtent de lire ou d'écrire, c'est pas long qu'ils perdent leurs acquis. Et à 35-40 ans, ils sont incapables de lire ou d'écrire. Donc, c'est un immense défi de société au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais partout au Québec. On a des taux d'analphabétisation beaucoup trop élevés. Et ça fait partie du travail qu'on a à faire quand on parle de l'éducation, l'apprentissage tout au long de la vie. Mais concrètement, on n'est pas encore... Je peux pas nommer un projet en particulier qui s'ajouterait aux efforts qui sont déjà en place. Mais merci. Une bonne main d'applaudissements pour Mme Boily, Merci. M. Perron. Merci beaucoup. Bonne continuité. Oui, merci.